Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 5e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 15, dédié au couple Rats-Pancréas. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente a permis de libérer toute la charge énergétique liée à la tristesse et à la souffrance de la petite fille que tu as été. C'est une étape qui nous a montré une chose très importante. C'est que nommer et comprendre la souffrance ne la supprime pas. Ça signifie que, au-delà du travail thérapeutique conséquent que tu as fait et que vous tous, vous pouvez faire sur vous-même, tant que le corps n'en a pas totalement libéré la charge au niveau cellulaire, au niveau atomique, subatomique, l'empreinte énergétique demeure et elle continue de vous marquer au fer rouge, j'ai envie de dire. Autre point que je souhaite souligner, c'est que la libération procède couche par couche. Il y a la couche superficielle, la plus évidente, la plus facile à identifier, et dans ton cas, c'était la tristesse. Puis dessous viennent les couches inférieures qui au départ sont invisibles, ne nous sont pas accessibles, mais qui apparaissent une fois que la couche du dessus a été dissoute. Et ce que tu as pu ressentir une fois cette tristesse libérée, c'est ce que j'appelle la couche sous la couche. Et chez toi, c'est ce sentiment d'un immense gâchis qui est ressorti, pour reprendre le mot que tu as utilisé. Que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore dédié à la rate et au pancréas? Et comment tu te sens aujourd'hui, Léa? Alors, je dois dire d'abord que ce baume-là, Rate-Pancréas, m'a fait l'effet littéralement d'un baume, c'est-à-dire de quelque chose de doux et de très, très enveloppant. Je l'ai trouvé réconfortant. Alors, paradoxalement, je ne l'ai pas écouté tous les jours. J'ai peut-être fait 4 écoutes au courant de la semaine. Je faisais les écoutes avant de me coucher. Et là, pendant cette cure, j'étais KO. Donc, j'ai suivi ce que mon corps m'appelait à faire. Et ce qui a été intéressant, c'est notamment un rêve qui a été assez marquant pendant cette semaine-là. J'étais dans l'appartement où j'ai grandi, à Marseille, avec ma mère. C'était le soir, plutôt la nuit, et il y avait dans ma chambre, mes grands-parents, en réalité qui sont décédés, mais qui étaient dans mon rêve, mourants, et qui étaient, sur leur lit de mort, mais dans un calme à la fois intime et solennel. Et je sentais que c'était un passage qui avait été préparé, qui était attendu, qui était apaisé. Et on veillait donc mes grands-parents, qui allaient passer de l'autre côté. Donc mon grand-père s'est éteint en premier et ma mère a déplacé son corps sur mon lit sous une moustiquaire qui faisait un genre de voile. Et ensuite, c'était au tour de ma grand-mère et elle disait rien. Tout était en silence. Mais on sentait qu'elle résistait, qu'elle voulait pas partir, et donc on était juste là en présence avec elle. Et à ce moment-là, il y a ma petite chatte Kim, qui est entrée dans ma vie quand j'avais 9 ans, qui elle aussi est morte il y a quelques années, mais qui est donc apparue et qui s'est installée sur la poitrine de ma grand-mère et qui a commencé à ronronner, pour participer à ce passage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu me parles de cette petite chatte, Kim, qui apparaît à l'âge de 9 ans, au moment où toi, tu t'apprêtes à vivre une période assez douloureuse de ton histoire. Je pense qu'elle est venue pour jouer un rôle bien précis à tes côtés. Elle a été là comme gardienne aussi de ton équilibre, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné, tu n'as sombré. Et quand tu parles de ce rêve où tu retrouves ta mère et tes grands-parents, on se rend compte que finalement, dans les semaines précédentes, il était davantage question de ton père, donc de la lignée paternelle. Mmh. Et c'est comme si, à travers ce rêve, c'était autour de la lignée maternelle
Tu vois? Parce que là, Oui, il s'agit bien de tes grands-parents maternels en oui, lien avec ta mère. oui. Et donc, c'est une résolution de ton histoire et une épuration différente dans l'énergie parce que naturellement, tu as vécu des choses différentes, plus douces avec ta Mmh mère. Ce qui est à observer dans ce rembobinage de l'histoire, c'est que dans tous les sens du terme, l'histoire se dissout sur tous mh. les plans. Alors, tu m'as aussi parlé de 3 photos que tu as retrouvées où on te voit avec cette petite chatte. Oui, c'est drôle, suite à ce rêve, je suis tombée sur cette fameuse boîte que j'ai rapportée de Marseille où j'avais retrouvé la photo de moi quand j'avais 11 ans et d'autres photos aussi et Mmh. 3 photos que j'avais gardées de Kim, dont une où on est vraiment toutes les 2 sur un lit en hauteur et en fait, on a notre coude qui dépasse du lit, un peu comme 2 copines qui sont, attablées et qui mettent leur coude sur le dossier d'une chaise à un café. J'ai été très émue et très touchée parce qu'effectivement, elle a été vraiment une amie et une alliée, cette chatte qui a d'ailleurs vécu 19 ans, donc c'était une longue amitié et ça m'a rappelé aussi, des moments de joie dans cette période qu'on revisite et qui était quand même assez sombre pour moi, mais là, c'est vrai que ça a été une petite, étincelle de joie qui m'a fait du bien. Ben, on se rend compte que dans ces périodes sombres où on est toujours sur le fil, prêt à tomber d'un côté ou de l'autre, on se rend compte qu'on a toujours une aide, un guide subtil. Ça peut être une présence qui peut sur le moment nous paraître insignifiante, mais avec le recul, on se rend compte combien cette présence énergétiquement a été un soutien et un support pour nous aider à traverser ces déflagrations énergétiques, parce que au-delà de l'histoire souffrante, ce que l'être vit, c'est des déflagrations intérieures. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé concernant cette histoire et cette enfance douloureuse. Tu vois bien qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des vies antérieures pour résoudre quoi que ce soit. C'est-à-dire que quoi que vous ayez fait ou vécu dans d'autres vies, quand vous vous incarnez sur ce plan, vous revenez ici avec un but précis. Vous n'êtes pas là, évidemment, en touriste. Et en fonction de ce qui a été vécu sur d'autres plans, dans d'autres vies, et qui n'a pas possiblement été résolu, eh bien, au moment de votre incarnation, de cette descente dans le corps de chair, vous allez choisir une histoire, les circonstances et les acteurs qui vont travailler avec vous pour résoudre cette problématique. Donc, ce qui n'a pas été résolu dans une vie précédente s'actualise au moment de cette entrée en incarnation et prend la forme en ce qui te concerne, tu vois, de cette période de l'enfance qui a été extrêmement douloureuse. Sinon, sincèrement, ça n'a absolument aucun sens qu'une petite fille de 9 à 11 ans vive ce qu'elle a vécu face à une adulte qui avait les pleins pouvoirs. Ça Mmh. n'a aucun sens, quel que soit le côté dont tu essaies d'attraper ou de regarder le truc. Pour moi, le pourquoi ça a existé, ça, c'est un, tu l'as choisi, et deux, tu l'as choisi dans une raison bien précise qui était d'effectuer un rééquilibrage sur le plan de l'énergie. Mmh. Alors, c'est simplement le fait de choisir l'expérience et de la traverser qui est en soi la résolution. Mais c'est pas parce que le rééquilibrage s'est fait dans l'expérience, le corps, lui, il a pris la charge. Et ça nécessite d'être libéré à un moment ou à un autre. Sinon, non seulement vous vivez l'expérience de souffrance qui est une expérience de rééquilibrage, mais double peine, le corps, lui, continue de purger sa peine. Mmh. Et il a besoin à son tour, lui, d'être purgé pour en extraire la peine. Mais la peine, c'est pas que la tristesse, c'est le poids, la charge. Vous voyez un petit peu Mmh. la sémantique. Mmh. Donc, intégrer le fait que ça sert absolument à rien à aller fouiller dans vos vies antérieures, sauf si vous avez une information qui vous vient, mais qui vient de vous. Si ça vient de quelqu'un d'autre qui vous dit que vous avez fait ci, vous avez été ça, ok, vous pouvez l'entendre. C'est Mmh. mieux si ça vient de vous, parce que de toute façon, c'est invérifiable. Et puis surtout, ça n'a pas grande utilité puisque votre livre de bord d'être en évolution s'actualise au fur et à mesure de vos incarnations et de vos expériences, que ce soit ici ou ailleurs. Donc la problématique ou le nœud s'actualise et prend la forme pour toi, Léa, de cette enfance douloureuse sous les traits de cette belle-mère acariate. Donc ça veut dire que tu as tous les éléments dans cette vie et sous ton nez pour résoudre et libérer ce qui doit l'être. Par contre, effectivement, après, il faut
passer la pommade sur la plaie qu'a pu générer cette expérience. Donc effectivement, vous pouvez faire un travail, et c'est ce que tu as fait, psychologique, thérapeutique, énergétique, conséquent. Mais il faut savoir que si le mental éclaircit la situation, comprend peu à peu tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, se met en paix psychologiquement avec l'histoire, lui, le corps, tout ce temps-là, il n'a fait que accumuler des couches et des couches de sédiments et d'émotions qui n'ont pas été libérées. Donc, pendant que le travail s'effectue sur un plan peut-être plus mental, psychologique, intellectuel, lui, le corps, il n'en a pas fini avec l'histoire. Oui, et je voulais juste réagir à ce que tu dis par rapport au fait qu'on n'a pas besoin de revisiter des vies antérieures. C'est vrai que le voyage avec les baumes m'a permis de réactualiser ça dans ma propre pratique en tant qu'énergéticienne et quand j'accompagne les gens. Donc je vais plus nécessairement chercher justement des informations sur d'anciennes vies, sauf si je sens qu'il y a une information et je demande à l'esprit de la personne effectivement si c'est juste ou non. Mais comme tu dis, si ça vient à travers la propre personne, c'est encore mieux. Donc ça m'a permis effectivement de l'appliquer aussi, non seulement dans ma vie à moi, mais avec les autres. Et lorsque tu parlais de cette peine, j'avais fait un rêve quand j'étais jeune où j'étais sous la forme de moi-même en tant qu'enfant de 4 ans et j'avais été condamnée à mort. Et donc, j'étais amenée dans la cellule où je resterais jusqu'à ma sentence. Et je me rappelle le désarroi et le choc, en fait, de se rendre compte que j'avais perdu ma liberté et que j'étais en train de payer pour quelque chose que je ne comprenais pas puisque j'étais un enfant de 4 ans, tu sais. La fameuse histoire de Kafka. Exactement. Mais en fait, on peut distinguer 3 temps. Le premier temps, c'est celui du vécu, c'est-à-dire celui qui correspond à l'histoire, qui doit être traversé en lien avec ce rééquilibrage karmique. Le deuxième temps est celui de l'intégration, c'est-à-dire celui qui correspond à la digestion lente et silencieuse et à l'ajustement de l'ego, mais aussi à la transmutation de l'énergie. Et là, tu vois bien que ça passe par le corps. Et le troisième temps, eh bien, c'est celui de la libération. C'est-à-dire que ce qui a été vécu a été transformé et peut enfin être libéré. L'ego est ajusté et le corps peut en relâcher l'empreinte et la charge énergétique associée. Donc là, le processus est à son terme, il est en phase terminale. Donc tout ça, effectivement, c'est un processus relativement long à l'échelle d'une vie humaine, mais comme les différentes étapes de deuil, il faut qu'il soit traversé dans son intégralité. Donc, quel que soit le degré de souffrance que vous ayez vécu et traversé dans votre histoire, il y a un sens à cette souffrance. L'être en évolution que vous êtes ne s'infligerait pas une souffrance telle sans raison. C'est pas vrai. Vous êtes trop intelligent pour ça. L'esprit que vous êtes est trop intelligent pour ça. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne, si tu veux bien, Léa, sur ce qui avait émergé à l'issue de la cure précédente. C'était cette impression de gâchis, de ratage. Oui. Est-ce que ça a persisté? Est-ce que tu as eu des synchronicités qui sont venues faire écho à ce sentiment? Pas directement de ratage, mais des occasions où je ressentais vraiment, dans mon corps, un dégoût de moi-même, que on avait d'ailleurs effleuré, précédemment. Et c'est comme si c'était en train de se purger, que c'était pas encore fini, que en fait, le gâchis avait créé ça, c'était la conséquence, en fait, tu vois? Que ça avait créé en moi beaucoup de dégoût de moi-même, mais vraiment physiquement, c'est-à-dire, me sentir sale, me sentir, laide et tout ça et me sentir, pas à la hauteur. Pas digne d'être touchée, pas digne d'être aimée, d'être chérie et qui s'est d'ailleurs, exprimé dans ma vie par, des relations amoureuses un peu asymétriques où je pouvais pas vraiment accepter l'amour des autres ou alors j'étais amoureuse de gens qui me donnaient rien. Mmh. Donc je suis là-dedans. Mmh. En fait, ce que tu découvres, c'est que cette problématique de dégoût, de dévalorisation, de déclassement de soi s'inscrit à différents niveaux. Mais c'est comme si, quel que soit le point de vue que tu adoptes sur ton histoire, ce que tu vis, ce qui émerge dans ton corps, on retombe sur une constante qui est le dégoût et le désamour de soi. Oui.
Et ça passe toujours par la comparaison avec l'autre. Oui, c'est vrai. Tu t'évalues par rapport à l'autre, sans cesse, Mmh. tout en étant capable de reconnaître l'incroyable richesse intérieure qui est la tienne. Donc Oui. c'est un vrai paradoxe et une vraie disharmonie à ce niveau-là. Ouais, c'est Alors, très juste. il y a quelque chose qui a encore besoin de revenir dans son centre. C'est toujours ce mouvement de revenir à soi, de revenir à soi, de revenir à soi. Et dans cette réactivation de ce dégoût de soi, de dévalorisation, de je me compare à l'autre, si tu te dévalorises, c'est parce que tu as un référent que tu Mmh. estimes avoir plus de valeur que toi. Là, il y a encore un mouvement qui se tourne vers l'extérieur constamment, qui cherche des repères à l'extérieur pour s'auto-évaluer. Mmh. Et ça marche jamais. Ben forcément, ça marche jamais parce que tu es incomparable. Et nous le sommes tous. Donc, quel est ce mouvement quasiment automatique, parce que c'est un programme automatique, qui fait que tu te tournes constamment à l'extérieur pour chercher des repères, pour t'évaluer, alors même que tu es incomparable. Là, il y a un vrai nœud, une vraie distorsion. Et le gâchis, ce sentiment de gâchis, de déception ou de dégoût, il vient de là. Le fait que tu te regardes à travers l'autre et que l'autre est un filtre, une sorte de miroir déformant dans lequel tu te regardes et ton reflet est complètement difforme. Et on retombe sur cette idée de déformation et de difformité. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque là? Je le sens ce paradoxe et je le vois et je le sens de plus en plus et ça me fait penser à justement mon père, sachant que mon père est photographe. Alors, il y a quelque chose à dire sur l'image Et sur l'œil du photographe. et sur l'œil du photographe. Il y a beaucoup de choses et c'était à la fois très chargé, très ambigu parce que je sentais que je n'avais de valeur à ses yeux qu'à travers l'image que je pouvais lui renvoyer et par ailleurs que cette image n'était jamais suffisante puisque dans les faits, il m'a pas défendue. En tout cas, j'ai senti qu'il m'a pas défendue, vis-à-vis de sa femme, qu'il m'a pas choisie, qu'il m'a pas vraiment Mm. accueillie pour qui j'étais, qu'il a jamais cherché à me connaître en fait, savoir j'étais qui vraiment au-delà de l'image et du vernis, c'est-à-dire la petite fille brillante, première de classe, dont il était fier parce qu'elle réussissait tout ça, mais Mhm. au fond, j'étais qui, tu vois? Et encore Mhm. aujourd'hui, je sais qu'il ne me connaît pas. Et quand on est enfant, évidemment que la première référence extérieure et l'approbation qu'on recherche, c'est dans le regard de nos parents et sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, évidemment, pour une petite fille, le premier homme de sa vie, c'est son père. Et donc il y a tout ce truc-là autour de mon père que je considère pas comme ayant été un père pour moi, c'est-à-dire c'était juste une personne qui s'avérait être mon géniteur et qui a joué Mhm. un certain rôle, mais enfin comme, un oncle ou qui aurait joué un rôle, tu vois? Enfin pas quelqu'un qui m'a élevée et qui m'a fait grandir et qui m'a aidée à me construire et qui m'a Mhm. valorisée. Donc il y a encore ce truc qui est pas tout à fait réglé là, c'est clair, ça. J'entends tout ça, Léa. Tout ça, c'est le contexte. Reviens à toi. Parce que là, tu te remets dans l'histoire en pensant que c'est une histoire entre toi et ton père. C'est une histoire entre toi et toi. C'est cette incapacité à te regarder dans les yeux. Mmh. C'est une histoire entre toi et toi. Le reste, c'est le contexte historique. Et là, ce que je vois, c'est tu ne peux pas appréhender le problème et penser le résoudre à partir du plan du problème. Tu tournes en rond. Donc, je vais te demander de visualiser, d'imaginer un cercle avec un périmètre et au centre un point. Et c'est comme si, et nous sommes tous passés par là, c'est comme si tu avais passé toute ta vie sur le périmètre, sans jamais contacter le centre. Donc tu te balades d'un point à l'autre de ce cercle, sur le pourtour, sur le périmètre. Et tout le travail, ce voyage que tu as entrepris avec les baumes sonores n'a qu'un seul objectif, qu'une seule destination. C'est revenir au centre. C'est-à-dire être capable de tracer à partir de n'importe quel point de ce périmètre un rayon Mmh. qui te ramène au centre. Et quel que soit le point où tu te trouves sur ce périmètre, la destination est la même. C'est le centre.
Donc là, tu vois bien que si tu replonges dans l'histoire, tu continues de rester sur le périmètre et tu ne parviens pas encore à tracer ce rayon qui te ramène au centre. Et au centre, c'est un petit peu l'œil du cyclone, c'est-à-dire que si vous êtes en périphérie du cyclone, ça vole dans tous les sens, c'est extrêmement pénible, ça vous bouffe une énergie considérable, ça vous met dans l'émotionnel en permanence, le corps est éprouvé de mille manières. Quand vous êtes au centre, ça bouge pas. Quand tu es au centre, je peux te dire que l'amour de soi n'est pas un sujet. Ça n'est plus un sujet. Tu es. Point. Tant que l'amour de soi, l'acceptation de soi, le rejet, le désamour est encore le sujet du jour, on n'est pas rendu là. Parce qu'au centre, tout ça, ça vole en éclats. Tu vois ? Et à quel point le fait que nous ayons échangé sur ce sujet, là, tu peux voir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, là, en périmètre du cercle, qu'à partir de toi, il y a un rayon qui se trace et qui te ramène au centre. Et là, tu cesses de te tourner à l'extérieur, de te comparer, de te mesurer à la hauteur de ton histoire, de changer des filtres par d'autres filtres pour essayer d'être en paix avec toi. Là, il faut que tu fasses un demi-tour sur toi-même, c'est un renversement à 180 degrés pour revenir au centre. Est-ce que tu vois ce qui se passe ? Oui, absolument. Et là, tu y es. Il n'y a rien à nettoyer, il n'y a rien à corriger si tu te tournes vers ton centre. C'est un volte-face. Parce que quand tu te tournes vers ton centre, il n'y a que toi. Toi, toi, encore toi. Tu es partout à cet endroit-là. Et dans tout ce que tu vis, tu es partout aussi. Et là, tu vois, subtilement, ça nous amène à un baume sonore qu'on n'avait pas envisagé. Et oui, c'est ça les belles surprises du podcast et de l'enregistrement. À chaque fois, on a des cadeaux et puis on est très très bien guidé pour ça. Il te faut là un baume qui te permette de faire abstraction de tout ce qui n'est pas toi, de ton histoire, des personnages qui habitent ton histoire, qui jouent un rôle dans ton histoire. Un baume qui te ramène à toi, en ton centre. Est-ce que ça serait pas le moment d'écouter le baume thymus ? C'est ce que j'allais dire. Après, on verra comment ça peut s'inscrire au niveau de la structure dense. Le thymus est une glande endocrine qui se trouve au centre de la poitrine. Mais cet alignement, ce retour au centre, il peut aussi se traduire par un autre baume, qui est la colonne vertébrale, où là, tu incarnes le point central du cercle, mais de façon axiale. Tu vois la petite différence ? Oui, je l'aperçois. Donc c'est ça qui se présente là. Oui, le thymus me semble approprié. Voilà. Et après, ça sera vérifié naturellement puisque on avance à vue dans ce voyage et on goûte la météo du jour à chaque instant pour être au plus juste et pour permettre les alignements qui s'imposent. Après, on pourra aller plus loin en travaillant sur comment on ancre ce centrage au niveau de l'axe, c'est-à-dire au niveau du mur porteur de toute ta structure physique, la colonne vertébrale. Ce qui fait que l'être se redresse, s'aligne, et est lui-même son propre point d'équilibre. Et c'est presque une élévation de ce point du cercle. J'entendais le mur autoporteur aussi. Oui, exactement. Le mur porteur, la poutre maîtresse, oui. Mais pour l'instant, step by step. Je pense que là, il faut revenir à quelque chose d'extrêmement simple qui est le centre. Parce qu'il y a beaucoup de dispersion énergétique dans le fait d'identifier ou de nommer de manière récurrente le rejet, le désamour, la dévalorisation. Ça, c'est parce qu'on ne regarde pas du bon côté du cercle, on regarde à l'extérieur du cercle. Mais si tu pivotes sur toi, tu regardes le centre et que tu te diriges vers le centre, tous ces sujets-là se dissolvent automatiquement. Ça se dissout, ça. Parce que dans ce mouvement-là, de retour au centre, la comparaison n'existe plus. Parce que tu retournes à ton unité, à ta singularité, et à cet endroit-là, il n'y a pas de comparaison possible. Tu es incomparable, unique, singulière.
Il n'y a pas de place pour le regard de l'autre. Il n'y a de la place que pour le regard que tu portes sur toi. Et au-delà du regard, l'amour. Et c'est même pas l'amour que tu te portes, c'est l'amour que tu es. L'amour ne se donne pas, ne se reçoit pas, ne se porte pas, c'est. Et c'est ça le centre. Le centre, c'est. Il n'y a pas d'action autre que être à cet endroit-là et rayonner ça à cet endroit-là. C'est même pas un mouvement, c'est un mouvement d'y retourner, par contre. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un pivot à opérer en termes de conscience. Et là, tu viens de le faire. Est-ce que tu le sens? Oui. Eh ben, bravo Léa, parce que là, c'est droit devant. Straight to the point. Tu la vois, la ligne droite? Je la vois très bien. Tu vois, c'est pas sinueux, hein? Non, pas du tout. C'est pas encombré, hein? Mm. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, il n'y a rien à ajouter. C'est très clair. Très simple. Oui, c'est très simple. C'est très simple, mais tu vois, il y a besoin d'une petite pichenette. Tu vois, la petite pichenette qui permet l'effet de levier. Oui. Tu vois, le petit mouvement de pivot. Mais quand même, si tu devais décrire... Si tu devais décrire, Léa, cette 5e étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Retour à l'essentiel. Bravo. Et tu vois comme toute cette formidable capacité qui est la tienne à analyser, synthétiser, observer, relever, mettre en lien, ça t'est plus utile là. Ça veut pas dire qu'il faut mettre ça à la benne, hein? Pas du tout. Mais là, effectivement, tu as raison quand tu parles de retourner à l'essentiel. C'est un très beau message et une très belle étape de ton voyage, Léa. Bien, eh bien, va pour ce fameux baume Thymus qui s'impose de sa belle évidence. Et merci Léa pour ce partage. Alors, je te souhaite une belle cure, une belle intégration et je te dis à très vite pour faire le point sur la suite de ton voyage et de ce retour à l'essentiel que tu es. Merci infiniment, Irine. À bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.